est en train de devenir l'année où l'IA passe vraiment de la démo magique au choc avec le réel, cybersécurité, emploi, services publics, gouvernance des données. Si vous travaillez dans le numérique, dans une PME, dans la fonction publique ou que vous êtes juste curieux de votre avenir professionnel, cette vidéo va vous donner des clés très concrètes. Bienvenue dans ce nouveau débrief IA en 10 minutes. On va partir des actus de ces derniers jours pour tracer un tableau clair. Comment les cybermenaces dopées à l'IA explosent? Pourquoi on vous répète partout que sans gouvernance des données, votre IA va droit dans le mur? Ce qui change vraiment en 2026 côté modèle. Petit modèle, IA embarqué, modèle du monde. Comment l'IA bouleverse le marché du travail, surtout pour les jeunes diplômés. Et comment les États, notamment en France et en Europe, essaient d'encadrer et d'accélérer à la fois. On y va. D'abord, il faut le dire clairement. L'IA est en train de devenir une arme à double tranchant en cybersécurité. Côté défense, OpenAI vient d'annoncer un renforcement de la sécurité de son agent web, souvent appelé ChatGPT Atlas. L'idée? Entraîner les modèles de façon antagoniste, c'est-à-dire les confronter à des attaques simulées pour les rendre plus robustes et ajouter des garde-fous pour éviter les dérives quand l'IA navigue et agit sur le web à votre place. Pourquoi c'est important? Parce que les agents web, ce sont ces IA capables de lancer des recherches, cliquer, télécharger des fichiers, parfois même déclencher des actions dans vos outils métiers. Si ces agents se font détourner, ils peuvent devenir des outils d'espionnage ou d'extorsion tout trouvés. Et justement, côté attaque, le renseignement français tire la sonnette d'alarme. Selon les informations relayées par 01net, les services de sécurité constatent une montée nette des campagnes de phishing rédigées par IA, hyper crédibles et personnalisées, des tentatives d'extorsion avec des contenus audio ou vidéo synthétiques imitant dirigeants ou proches, des scripts d'intrusion générés et adaptés par l'IA beaucoup plus rapidement qu'avant. Concrètement, cela veut dire deux choses pour les entreprises, y compris les PME et ETI. 1. Vous devez considérer l'IA comme un nouvel outil dans la boîte à outils des attaquants. Se contenter d'une sensibilisation classique au phishing ne suffira plus. 2. Vous devez intégrer l'IA aussi dans votre défense. Filtrage automatisé des mails, détection d'anomalies dans les logs, surveillance des accès et formation des équipes à repérer les signaux faibles, même quand le mail semble parfaitement rédigé. Ensuite, parlons d'un sujet dont on parle moins dans le grand public, mais qui est la vraie clé des projets IA en entreprise, la gouvernance des données. Au CS 2026, plusieurs experts l'ont répété. Sans gouvernance des données, l'IA devient un frein plutôt qu'un levier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vos données sont dispersées dans des silos, mal qualifiés, mal documentés, avec des droits d'usage flous ou contradictoires, alors votre projet IA va produire des résultats incohérents, vous exposer à des risques juridiques, RGPD, propriété intellectuelle, secret d'affaires, et finir souvent au stade de POC qui ne passe pas à l'échelle. En parallèle, un dossier de BP France insiste sur une tendance forte en 2026. L'IA ne vit plus seulement dans le cloud. Elle s'intègre directement dans les équipements, les machines, les objets. On parle d'IA embarquée, d'Edge AI, dans l'industrie, pour faire de la maintenance prédictive directement sur les machines. Dans les objets connectés, pour analyser des données en local sans tout envoyer au cloud. Dans les véhicules, pour l'assistance à la conduite ou la logistique. Du coup, la question n'est plus juste quel modèle utiliser, mais comment je maîtrise les flux de données du capteur jusqu'au modèle en garantissant confidentialité, qualité, traçabilité. Le message derrière ces deux actus, c'est que la vraie bataille de l'IA en 2026 se joue sur la donnée. Qui la contrôle? Dans quel cadre légal? Avec quelle qualité? Maintenant, parlons des modèles eux-mêmes, parce que le paysage évolue vite. Plusieurs analyses, notamment d'Euronews et de la GFI, convergent sur trois grandes tendances pour 2026. Première tendance, les petits modèles. Plutôt que de tout miser sur un gigantesque modèle de langage généraliste, on voit émerger des modèles plus petits, spécialisés sur des domaines précis, juridique, médical, industriel, service client. Avantage, ils sont plus faciles à déployer sur site ou sur des machines moins puissantes. Ils sont plus simples à auditer et à superviser et ils peuvent mieux respecter la confidentialité, car on peut les héberger en interne sans envoyer les données dans le cloud d'un géant américain. Deuxième tendance, les modèles du monde. Ce sont des modèles qui essaient d'aller au-delà du simple texte
pour capturer une compréhension plus profonde du réel, multimodalité, texte, images, audio, vidéo, simulation, raisonnement. L'idée est de permettre à l'IA de manipuler des représentations plus proches de la façon dont nous comprenons la physique, les objets, les contextes. Troisième tendance, la fin de la fascination exclusive pour les très grands LLM. On se dirige vers un écosystème hybride. Quelques grands modèles de fondation très puissants, utilisés comme briques de base. Un grand nombre de petits modèles spécialisés, parfois exécutés en local ou sur des devices. Et des agents qui orchestrent tout ça en allant chercher la bonne ressource au bon moment. Un article qui a interrogé ChatGPT, Claude et Gemini sur l'IA en 2026 souligne d'ailleurs la même vision. Une IA discrète mais omniprésente. On ne parle plus d'ouvrir un chatbot dans un onglet, mais d'IA intégré dans vos logiciels métiers, vos formulaires administratifs, vos outils de création, vos objets du quotidien. Et justement, cette omniprésence commence à se voir dans les chiffres côté citoyen européen. Selon des données commentées ces derniers jours, environ un tiers des Européens de 16 à 74 ans ont déjà utilisé un outil d'IA générative en 2025. Ça peut être ChatGPT, des générateurs d'images, des assistants dans les moteurs de recherche ou des IA intégrés dans des outils bureautiques. Mais cette moyenne cache de fortes disparités. Certains pays d'Europe, du Nord et de l'Ouest sont déjà bien au-dessus de ce tiers. D'autres régions sont en retard, avec moins d'usage et moins de compétences déclarées. On voit aussi des écarts selon le niveau d'éducation, le secteur d'activité et l'âge, même si les plus de 50 ans rattrapent plus vite qu'on ne le pense dès que l'IA est intégrée dans des outils qu'ils utilisent déjà. Le risque, c'est l'apparition d'une fracture IA, des pays, des entreprises et des individus très à l'aise avec ces outils, qui démultiplient leur productivité et d'autres qui restent au bord de la route. C'est un vrai sujet pour la compétitivité européenne et pour l'égalité des chances. Parlons maintenant du secteur public, parce que les choses s'accélèrent. En France, le ministère de la fonction publique annonce vouloir accélérer sur l'IA en 2026, avec un repositionnement de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, des déploiements à grande échelle de solutions IA dans les services de l'État et les collectivités, une volonté affichée de passer des expérimentations ponctuelles à des usages industriels. Dans le même temps, la Cour des comptes publie un bilan plutôt positif de près de 10 ans d'usage de l'IA par France Travail, l'ex-Pôle emploi. On parle d'outils pour mieux rapprocher offres et demandes d'emploi, aider les conseillers à prioriser certains dossiers, identifier des parcours de formation pertinents, les résultats mis en avant, gain d'efficacité, meilleure personnalisation des recommandations, mais aussi une nécessité absolue de garder un contrôle humain, de surveiller les biais et d'être transparent vis-à-vis des demandeurs d'emploi. Ce qui se dessine, c'est un État qui ne se contente plus de réguler l'IA, mais qui devient lui-même un utilisateur intensif, avec toutes les questions que ça pose. Comment garantir l'équité des décisions? Comment expliquer les algorithmes aux citoyens? Et comment éviter que l'IA ne devienne une boîte noire qui décide de l'accès aux droits? Enfin, il faut parler du marché du travail, parce que là aussi 2026 marque un tournant. Un article de Challenge décrit la promotion 2026 comme la première vraie génération ChatGPT, des étudiants qui ont fait tout ou partie de leurs études avec des outils d'IA génératifs. Ils entrent sur un marché du travail où les tâches les plus routinières, y compris intellectuelles, sont de plus en plus automatisées. Les entreprises recherchent des profils capables de travailler avec l'IA plutôt que de faire seuls ce que l'IA fait déjà bien. Les postes d'entrée de gamme sont parfois les plus menacés, ce qui met une pression particulière sur les jeunes diplômés. Parallèlement, les débats économiques, par exemple sur Public Sénat, posent une question de fond. Est-ce que l'IA va relancer durablement la productivité et donc la croissance, ou est-ce qu'elle va aggraver les inégalités entre ceux qui possèdent le capital, les données, les modèles, et ceux dont les tâches sont les plus facilement automatisables, souvent les plus jeunes ou les moins qualifiés? Pour les étudiants, les jeunes actifs, mais aussi les salariés en poste, les implications sont claires. Il faut arrêter de viser les tâches que l'IA automatise bien, rédaction générique, reporting brut, mise en forme simple, et se positionner sur la supervision d'IA, la vérification, la relation humaine, la créativité, la résolution de problèmes complexes, la compréhension métier. Au milieu de tout ça, l'écosystème continue à se structurer. Des agendas détaillés listent les salons et conférences data IA
à suivre en 2026 en France et en Europe. Des médias spécialisés comme IA-info.fr multiplient les analyses de cas concrets, études de marché transformées par l'IA, nouveaux modèles économiques, etc. On a maintenant des lieux, des communautés, des retours d'expérience pour dépasser le stade du proof of concept et parler enfin d'industrialisation, de ROI, de risque, de compétences. Pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de ce tour d'horizon 2026? D'abord, l'IA n'est plus un gadget. Elle est en train de devenir une infrastructure de base, comme l'électricité ou Internet, avec des enjeux de sécurité, de régulation et de souveraineté au même niveau. Ensuite, la bataille se déplace, des modèles vers la donnée, des démos vers l'industrialisation, des promesses vers les impacts réels sur la cybersécurité, l'emploi, les services publics. Enfin, tout se joue maintenant sur notre capacité collective à encadrer cette montée en puissance. Gouvernance des données solides, formation massive, notamment des jeunes et des agents publics, vigilance sur la cybersécurité et les dérives criminelles, débat démocratique sur la place de l'IA dans les décisions qui affectent nos vies. Si vous travaillez dans une organisation qui commence à déployer l'IA, posez-vous trois questions simples dès cette semaine. 1. Qui est responsable de la qualité et de la gouvernance des données qu'on utilise? 2. Comment forme-t-on les équipes, en particulier les plus jeunes, à travailler avec l'IA plutôt que contre elle? 3. Et quelle protection a-t-on mise en place contre les attaques qui utilisent déjà l'IA pour nous cibler? On continuera à suivre tout ça dans les prochains épisodes. Pour ne rien rater des prochaines grandes tendances IA et de leurs impacts concrets sur votre boulot et votre quotidien, pensez à vous abonner et à activer la cloche. À très vite pour un nouveau débrief IA en 10 minutes.